Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier cours d'histoire de votre année de seconde. Alors le chapitre dont nous traiterons aujourd'hui est un peu particulier parce que c'est un chapitre qui ne s'intéresse pas à un espace ou à une période en particulier, mais qui s'intéresse au phénomène même de périodisation. Et du coup, ça va être un chapitre exclusivement basé sur des réflexions. Qu'est-ce que l'histoire? Comment les gens construisent leur rapport au temps? Et finalement, comment on en est venu à découper l'histoire en tranches avec cette Antiquité, ce Moyen-Âge, cette époque moderne et cette époque contemporaine dont on vous parle depuis les tout débuts de votre scolarité et depuis l'école primaire. Alors, phrase introductive, hein, tirée du merveilleux poème Le Lac d'Alphonse de Lamartine. Ô temps, suspends ton vol. Alors, si on le remet dans le quatrain, ça fait Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est un poème d'amour. Alphonse Lamartine y raconte la virée qu'il fait sur un lac avec sa fiancée. Il aurait voulu que cet instant-là dure l'éternité, surtout que sa fiancée meurt un petit peu après. Autant dire qu'il est plutôt très triste, très très triste le bonhomme. Et alors du coup, pourquoi vous parlez de ça? Quel lien avec l'histoire? Eh bien, c'est intéressant parce que Lamartine, il nous dit deux choses là. Il nous dit déjà qu'il y a un temps qui est linéaire, qui s'écoule. Et qu'il s'écoule à une vitesse constante. On ne peut arrêter le temps, on ne peut l'accélérer, on ne peut le ralentir. Le temps passe et c'est ainsi. Alors, finalement, pourquoi découpe-t-on l'histoire en périodes? C'est la problématique de ce chapitre. Mais avant, on va se poser une première question. C'est pourquoi et comment mesurer le temps? Alors, ça paraît particulier, mais bon, aujourd'hui, quand on mesure le temps, on a une horloge ou une montre qui nous indique les secondes, les minutes et les heures. Mais comment, depuis les débuts de l'humanité, finalement, on construisait son rapport au temps? Comment on pouvait calculer, finalement, l'écoulement des jours, savoir à peu près où on se situait à ce niveau-là? Eh bien, il y a deux phénomènes astronomiques visibles partout sur Terre. Le premier phénomène, c'est ce qui concerne la rotation de la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire que très tôt, l'humain a remarqué que le Soleil se couchait chaque nuit, donc il y avait des alternances de jour et de nuit, mais que suivant les saisons, les jours rallongeaient ou au contraire ils raccourcissaient. C'est-à-dire que du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, la durée des jours diminue. Au contraire, du solstice d'hiver, qui caractérise la nuit la plus longue, jusqu'au solstice d'été, qui caractérise la journée la plus longue, et bien là, au contraire, les journées rallongent. Très concrètement, hein, regardez, là, donc nous sommes en septembre, on s'avance vers l'hiver, et vous remarquez qu'entre le 1er et le 30 septembre, la durée du jour a diminué de presque 1 heure et demie. Et voilà, petit à petit, à la fin du mois de septembre, il va faire nuit de plus en plus tôt, jusqu'au 21 décembre, qui est finalement la nuit la plus longue, puisque la durée du jour n'est que de 8 heures. Alors qu'au contraire, le 21 juin, qui est le solstice d'été, là on observe que la journée dure 16 heures, et donc là c'est la nuit qui dure moins de 8 heures. Donc là, ça c'est deux extrêmes. Donc à partir de là, on a une période de 6 mois durant lesquelles les jours rallongent, une période de 6 mois durant lesquelles les jours raccourcissent, et ça nous permet de déterminer une année. Donc grâce au soleil, on peut déjà mesurer les journées et les années. Alors, ce n'est pas le seul repère qui existe dans le ciel. Il est aussi possible de se repérer dans le temps par rapport à la Lune, c'est-à-dire finalement comment on passe de la nouvelle lune, c'est-à-dire cette lune où l'on ne voit rien, où elle est complètement obscure, jusqu'à la pleine lune, puis à nouveau, elle diminue jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et bien, entre deux nouvelles lunes, il se passe 28 jours. Donc voilà, on est dans un cycle lunaire, et par exemple, l'islam ou le judaïsme fonctionnent avec des calendriers en partie lunaires.
C'est ce qui vous explique pourquoi d'ailleurs la fête du Ramadan varie chaque année, mais n'a pas lieu à une date fixe. C'est parce que sa date est liée à un calendrier lunaire et donc se déplace progressivement par rapport à notre calendrier à nous, qui est un calendrier solaire. Alors, je vous l'avais dit avec Lamartine en introduction, en Occident, nous avons une conception linéaire du temps. Le temps va d'un passé vers l'avenir, et généralement, cette conception linéaire du temps, elle est associée à une vision de progrès. C'est ce qu'on voit aussi à travers cette frise. Ah tiens, il y a les premiers hommes, on domestique le feu, on part à la chasse, on développe l'agriculture, et on présente tout ça comme s'il y avait une marche inexorable de l'humanité vers le progrès. Donc cette croyance finalement que l'avenir sera meilleur que le passé. Alors, il y a d'autres conceptions du temps qui existent. Il y a une conception cyclique du temps. Ça, on la retrouve en Asie notamment, avec cette idée finalement que le temps va défiler jusqu'à un cataclysme qui provoquera un retour à la situation initiale. Et voilà. Et donc du coup, tout ce que l'humanité connaît, c'est une succession de cycles. Donc ça change quand même le rapport au temps. Là, on n'a pas une idée de progrès, de but à atteindre. Non, de toute façon, on a un cycle inexorable qui nous rattrapera. Et alors, une troisième conception qui est en train de s'affirmer, c'est aussi une conception linéaire, mais qui irait vers le déclin. Que là, on n'est plus sur cette idée que le futur, l'avenir apportera le progrès, mais au contraire que l'on va vers l'effondrement de la civilisation, vers la fin de l'humanité. Et cette vision décliniste, elle apparaît surtout à partir du XXe siècle, c'est-à-dire avec les deux guerres mondiales, et avec cette idée que le progrès technologique, comme le nucléaire, qui est une innovation technologique formidable, mais peut aussi produire les pires choses comme les armes nucléaires. Alors aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique et de la crise environnementale que nous connaissons au XXIe siècle, de plus en plus de gens, finalement, adoptent cette position décliniste qui consiste à penser que l'avenir ne sera pas meilleur que le passé. Et du coup, c'est la notion même de progrès héritée des Lumières, on en parlera, mais cette notion de progrès, elle est fondamentale dans le XVIIe siècle. Et bien aujourd'hui, au XXIe siècle, elle commence à être de plus en plus critiquée. Notamment, voilà, il y a les courants qu'on appelle les courants collapsologues, qui se préparent à une fin du monde, ou du moins un effondrement civilisationnel. Donc, voilà comment les sociétés se construisent finalement leur rapport au temps grâce à des phénomènes astronomiques, et de là, ensuite, elles en construisent une conception, soit linéaire progressiste, soit cyclique, soit décliniste du temps. Alors, nous sommes aujourd'hui en 2020. 2020 après quoi? Mais depuis la naissance de Jésus-Christ. Enfin, en tout cas, c'est l'année de convention qui a été prise, 0, naissance de Jésus-Christ, parce que pour notre civilisation, c'est un événement fondateur. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que nous sommes un pays laïque, où normalement l'Église est détachée de l'État, mais notre rapport au temps, que l'on soit chrétien ou pas, se construit sur une figure religieuse qui est Jésus. Alors le petit paradoxe, c'est que d'après les spécialistes, Jésus serait né entre -7 et -5 avant Jésus-Christ. Donc ça ne veut pas dire qu'on va changer notre calendrier pour l'adapter, mais ça montre finalement comment c'est en 0. Ben, c'est une convention. C'est juste une convention qui a été prise parce que voilà, il fallait bien un début, un calendrier. Mais toutes les civilisations n'ont pas notre calendrier. Par exemple, pour le calendrier musulman, c'est l'hégire en 622 qui marque le début de leur calendrier. Et l'hégire, finalement, c'est le fait que le prophète Mohammed quitte la Mecque pour aller se réfugier à Médine et commence sa prédication, c'est-à-dire il commence à diffuser son message religieux. Bon, après, voilà, pour les hébraïques, ils fixent la création du monde selon la Bible en moins 3000 et quelques par rapport à notre calendrier. Donc pour eux, là, ils sont en 5780. Voilà. 5780, ça semble être de la science-fiction. En fait, non, c'est juste la date d'aujourd'hui pour certains juifs. Alors pourquoi je dis pour certains juifs, pour certains musulmans? Eh bien parce que même les musulmans ou les juifs finalement utilisent le calendrier grégorien chrétien. Et pourquoi? Eh bien parce que du fait tout d'abord de la colonisation, c'est-à-dire que quand l'Europe colonise le monde, eh bien elle diffuse son modèle culturel et donc son calendrier et sa langue. Et en plus, un deuxième phénomène a succédé à la colonisation, c'est-à-dire c'est la mondialisation, l'interconnexion des différents pays. Et cette mondialisation, comme elle est dominée par les États-Unis,
qui eux-mêmes culturellement finalement sont les héritiers de la culture anglo-saxonne, eh bien c'est ce modèle-là qui s'est diffusé dans le monde. Mais voilà, il existe encore des calendriers aujourd'hui qui ont du coup des années différentes, même le calendrier russe, alors le calendrier julien, qui décale d'à peine quelques semaines avec le calendrier grégorien. Mais cette particularité, c'est que finalement, quand on parle de la révolution d'octobre 1917, ben, elle n'a pas eu lieu en octobre dans notre calendrier. Elle a eu lieu en octobre pour le calendrier julien. Voilà, c'est le petit paradoxe. Et ce calendrier-là, le calendrier chinois, où on voit que là, on parle de cycles. Donc c'est assez intéressant, ils sont au 78e cycle, donc une vision complètement différente, une vision effectivement là cyclique. Alors il y a aussi des calendriers qui ont disparu, que plus personne n'utilise aujourd'hui, comme le calendrier romain qui commençait en moins 753 avec la fondation légendaire de Rome par Romulus. Ou encore un calendrier que j'aime beaucoup, le calendrier révolutionnaire, qui avait vu le jour en 1791 avec le début de la République, et la volonté pour les révolutionnaires, de construire un rapport au temps qui soit plus rationnel et déchristianisé. Vraiment. Et c'est là où on voit que finalement le rapport au temps, il n'est pas neutre. Et il n'est pas neutre puisque justement les révolutionnaires ont voulu le déconstruire. Alors ils l'ont déconstruit comment? Eh bien ils ont remplacé le nom des mois de l'année déjà. Ils parlaient plus de mars, avril, juin. Pourquoi? Peut-être parce que Mars, ça fait référence au dieu de la guerre chez les Romains, juin à Junon, août à Auguste, l'empereur Octave Auguste. Et donc du coup, ils ont pris des noms en lien avec les saisons. C'est-à-dire Fructidor, c'est le mois qui va d'août à septembre, le mois où nous sommes, là, d'après les révolutionnaires. Pourquoi? Parce que ça porte des fruits. Thermidor, parce qu'il fait très chaud. Messidor, parce que c'est les moissons. En novembre, c'est brumaire, parce qu'il y a de la brume, bon, etc. etc. Donc, ils changent le nom des mois. Ils changent l'an 0. L'an 0, c'est plus l'an du Christ, c'est l'an de la République. Donc 1791 correspond à l'an 0. Et les mois n'ont plus 30 ou 31 jours, mais tous 30 jours. Voilà. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais 30 fois 12, on tombe sur 360. Et une année, elle fait 365 jours et 25. Pas de souci. À la fin de l'année, donc au 16 septembre, là, au 30 Fructidor, il se rajoute 5 jours. Et ils en rajoutent un 6e, le jour de la Révolution, tous les 4 jours pour tomber juste. Donc on voit quelque chose de très rationnel, on n'a plus des semaines de 7 jours, mais des décades de 10 jours. Donc il n'y a plus le dimanche qui est férié, il y a juste le 10e jour de la décade. Donc du coup ça fait moins de journées où on ne bosse pas. Ah, ça c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce calendrier n'a pas marché, mais finalement il y a une grosse résistance de la population. Alors même que ce calendrier officiel était imposé à la population officieusement, discrètement continuait à utiliser l'ancien calendrier chrétien, donc avec les mois que nous connaissons, l'année que nous connaissons, et aussi les jours. Alors pourquoi ils ont renommé les jours? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes le 15 septembre, nous sommes le jour du marron. Voilà, ils ont donné un nom de fruits, de légumes ou d'outils, parce qu'on a l'arrosoir bon, à chaque journée. Et bien parce que dans la France d'Ancien Régime, on ne parlait pas du 16 septembre finalement, on parlait de la Saint quelque chose. C'est la Sainte-Claire, c'est la Saint-Louis, c'est la Saint-Jean. Et donc du coup, les saints, ils sont liés à l'Église catholique. Et pour supprimer finalement l'influence de l'Église catholique, ils ont renommé les jours. Mais justement, le fait que ce calendrier ait été supprimé par Napoléon Bonaparte à peine une dizaine d'années après sa mise en place, montre que finalement il est très difficile de changer du jour au lendemain le rapport au temps que se construisent les civilisations. C'est vraiment quelque chose qui ne se change pas comme ça d'un coup de crayon ou d'un coup de gomme. Donc voilà, comprenez du coup qu'un rapport au temps, il se construit, il prend ses racines dans une civilisation et il n'est pas neutre, il induit des choses. Alors maintenant, on va voir du coup quelle est notre conception du temps, et notamment du temps historique en étudiant les grandes périodes de l'histoire. Alors, vous l'avez probablement vu à l'école au collège, il y a 4 grandes périodes. L'Antiquité, qui va de l'invention de l'écriture en moins 3500 jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Le Moyen-Âge, de 476 à 1492, qui est la date de découverte des Amériques et la fin de la Reconquista. Ensuite, 1789, la Révolution française, qui marque la fin de l'époque moderne et le début de l'époque contemporaine.
Mais on aurait pu prendre d'autres repères. On aurait pu faire débuter l'histoire, je ne sais pas, avec l'apparition de l'espèce Homo, avec Homo habilis qui apparaît en moins 3 millions. Alors là, auquel cas, notre petite histoire depuis l'Antiquité apparaîtrait comme quelque chose d'extrêmement minime. Ou alors, on pourrait faire débuter le temps historique avec l'arrivée de l'espèce Homo sapiens, à moins 300 000. Bien non, on a choisi moins 3500 ans. Donc, ayons cette humilité de se dire que le temps historique va de moins 3500 à 2000, donc il s'étend sur 5500 ans, ça semble énorme, mais à l'échelle de notre espèce, finalement, le temps historique ne balaye que 2% de ce qu'a vécu Homo sapiens depuis son apparition. Et alors si on remet du coup Homo sapiens par rapport à l'histoire et à ce qu'a vécu notre planète, alors là à ce moment nous représentons 0,04% finalement du temps terrestre. Donc voilà, le rapport au temps, on peut le construire de différentes façons, suivant que l'on mette l'accent sur la création de notre planète, l'apparition de l'espèce humaine ou l'apparition de l'écriture. Alors pourquoi l'écriture comme point de départ? Eh bien, on va lire ce document qui va nous présenter finalement pourquoi l'écriture marque le début de l'histoire. Jusqu'au XIXe siècle, les auteurs d'ouvrages historiques et les rédacteurs de programmes et de manuels scolaires prennent comme point de départ de l'histoire la création divine de l'humanité. En France, cela perdure jusqu'au Second Empire dans l'enseignement public. Le programme de 6e de 1852 commence par l'étude de la création, suivi de 1857 par celle de la Genèse, et c'est seulement en 1865 qu'il débute par l'histoire primitive du monde. C'est-à-dire qu'on voit que donc jusqu'aux années 60, l'histoire ne se distingue pas de la théologie, c'est-à-dire l'étude des religions. On présente que l'histoire, voilà, c'est la création du monde par Dieu. Aujourd'hui, on ne ferait pas ainsi, on travaille sur la Genèse en 6e. On voit comment ce récit de création est apparu dans un contexte particulier qui est celui finalement de l'exil du peuple hébreu à Babylone. Bref. Mais on distingue du coup maintenant tout ce qui relève de la religion de l'apparition de l'homme en tant qu'espèce avec ce qu'on appelle la préhistoire, mot qui apparaît en 64. Donc cette préhistoire, le mot est employé à partir de 1864, est d'emblée considérée par les historiens comme extérieure à leur discipline. Le motif de cette exclusion est l'absence, pour cette période, de traces écrites, comme l'affirme Charles-Victor Langlois dans son introduction aux études historiques. L'histoire se fait avec des documents, pas de documents, pas d'histoire. Donc voilà, l'écriture, c'est les débuts des documents, on peut commencer à faire de l'histoire. Alors ça, c'est un peu contesté maintenant quand même, parce que les historiens ont tendance à privilégier de plus en plus les sources non écrites. Je vous donne un exemple. Si on doit se baser sur les écrits pour étudier les Gaulois, on ne sait quasiment rien sur eux. À part quelques sources écrites par des auteurs romains comme Jules César, mais les Gaulois n'écrivant pas, ne laissant pas en tout cas de traces écrites, on ne saurait rien venant d'eux. Pourtant, si on prend les fouilles archéologiques, on a plein d'informations. On peut savoir comment ils vivaient, comment ils forgeaient leurs armes et leurs armures, quel type de marchandises ils échangeaient. Enfin, on a des renseignements vraiment considérables, sans pour autant avoir besoin de sources écrites. Donc ça, nuançons-le. Hein. C'est vrai que l'écriture est quelque chose de formidable pour les historiens, mais ce n'est pas le seul type de source que nous utilisons. Alors, je vous ai montré une frise chronologique précédemment. Laissez-moi vous en montrer une deuxième, qui ne me plaît pas du tout. Alors pourquoi cette frise chronologique ne me plaît pas? Alors elle est très jolie, au demeurant, il y a de la couleur, mais elle ne respecte pas la chose la plus importante que doit respecter toute frise chronologique, c'est-à-dire une échelle. Une échelle, vous avez déjà vu le mot en cartographie. En géographie, quand on fait une échelle, c'est 1 cm sur ma carte égale 100 km par exemple. Et ce qui fait que, quel que soit ce que vous représentez, quel pays, eh bien, du coup, on peut se donner une idée. Si le pays est gros, c'est qu'il a une superficie importante. C'est pareil sur une frise chronologique. On fait une échelle, et donc du coup, si ma frise est longue à un moment, c'est donc que cette période a duré longtemps, et si elle est courte, c'est qu'au contraire, cette période est minime. Et ce que je reproche là, c'est que l'Antiquité, bon, il a fondu durant moins 3000, moi je commence à 3500, hein, mais donc cette Antiquité qui dure 4000 ans, elle fait la même taille que le Moyen-Âge qui en fait 1000. Et vous voyez là que finalement le 19e siècle fait quasiment la même taille que les temps modernes qui, eux, s'étendent quand même sur presque 3 siècles.
Donc beaucoup de choses contestables, déjà cette idée que là on ne parlerait pas de 19e et de 20e siècle, mais on parlerait d'époque contemporaine. Surtout le 19e siècle, il commence en 1800, pas en 1789. Donc beaucoup d'erreurs dans cette frise. L'idée que là, la préhistoire, là, si on respecte l'échelle, ce n'est pas là le début de la préhistoire, c'est la fin, la partie la plus récente, ce qu'on appelle le néolithique. Donc là, il faudrait mettre des pointillés, comme ça a été fait ici, hein, pour montrer que là, ils ont pris juste un segment de la préhistoire, mais qu'on n'a pas l'intégralité. Hein. Mais voilà, ça c'est important. C'est important parce que là, en fait, on pense que l'Antiquité, c'est pas si important que ça, alors que si on regarde ici, on voit bien que l'Antiquité à elle seule a duré plus longtemps que les 3 autres périodes historiques réunies. Et ça, c'est quand même une donnée fondamentale à avoir. Alors, donc là, on a les dates de début et de fin de chaque période. C'est ce qu'on appelle des ruptures. Alors, pourquoi avoir choisi ces ruptures? La chute de l'Empire romain d'Occident, la découverte du Nouveau Monde et la fin de la Reconquista, la Révolution française. Eh bien, parce que ces ruptures ont été a posteriori considérés comme des événements politiquement, culturellement importants. Même si sur le moment, ils n'ont pas forcément été si importants que ça. Par exemple, la chute de l'Empire romain d'Occident, en fait, c'était pas 476. Pour les habitants de l'époque, ça n'a pas été grand-chose. Pourquoi? Parce que les peuples dits barbares, ça faisait longtemps qu'ils vivaient dans l'Empire romain, qui commençaient à être romanisés, à vivre un peu comme des Romains tout en gardant leur culture. Et fréquemment, ils renversaient les empereurs en place. Et donc 476, bon, à nouveau, un empereur est renversé, il s'appelait Romulus Augustule. Le nom est intéressant parce que Romulus, ça fait penser au fondateur légendaire de Rome, et c'est aussi le dernier empereur. Et quand Romulus Augustule est déposé en 476, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est pas un grand choc. Oui, bon, d'accord. Et c'est juste qu'à posteriori, tiens, il n'y a pas eu d'autres empereurs. Cette unité politique en Occident s'est désagrégée et apparaît une nouvelle civilisation marquée par l'influence grandissante du christianisme que l'on appelle le Moyen-Âge. Mais finalement, à parler de Moyen-Âge, c'est montrer qu'il y a une continuité finalement entre ce 5e et ce 15e siècle, notamment à travers la figure de l'Église. Mais l'Église, elle n'a pas raffermi son pouvoir du jour au lendemain. Ça faisait longtemps déjà qu'elle était présente dans l'Empire romain, même qu'elle était devenue religion officielle depuis 395. Et si justement on veut accentuer sur ce côté christianisme, eh bien on pourrait marquer la fin de l'Antiquité par 496 ou 506, c'est-à-dire les 2 dates qu'on estime être celles du baptême de Clovis, par exemple. Donc, voilà, pensons que la date elle est un repère, c'est pratique, mais ça n'a pas été un changement considérable du jour au lendemain pour les gens qui ont vécu cette rupture. Par exemple, là vous avez l'Empire romain d'Orient, lui en 476, cet empire s'effondre, mais lui il continue à exister jusqu'en 1453. Et d'ailleurs 1453 parfois est proposé pour illustrer la fin du Moyen-Âge, plutôt que 1492. Pourquoi? Parce que 1453 c'est la fin de cet empire romain d'Orient qu'on appelait l'empire byzantin, qui est pris par les Ottomans, et Constantinople à cette occasion qui est renommé Istanbul. Donc voilà, des dates de rupture, il peut y en avoir plusieurs qui sont prises. Et parfois, il peut y en avoir qui sont prises sur des repères qui ne sont pas politiques. Par exemple, là, Patrick Boucheron propose l'année 1452. Alors, on va voir pourquoi. Donc le 25 mai 1453, la ville de Constantinople s'enveloppa d'un brouillard épais, que trouaient d'étranges lueurs. L'année précédente, dans l'océan Indien, eut lieu une catastrophe volcanique que les spécialistes reconnaissent comme l'une des plus violentes des 10 000 dernières années. L'éruption explosive du Kuwait a éjecté 35 km3 de matière dans l'atmosphère, produisant un nuage qui fit écran au rayonnement solaire et provoqua une baisse de la température mondiale moyenne de 0,7 à 1 degré pendant 1 à 2 ans. D'où le nuage observé à Constantinople, comme dans bien d'autres villes du monde. Depuis l'Écosse jusqu'à la Corée, les sources enregistrent les mêmes dérèglements climatiques. On s'inquiète au Caire de l'insuffisance de la crue du Nil et la famine rôde à Moscou. 1452, éruption du Kuwait, fait donc un candidat sérieux au titre de date de l'histoire du monde du XVe siècle. Bien plus en tout cas que la prise de Constantinople l'année suivante, pourtant scolairement célébrée comme la fin du Moyen-Âge en Europe occidentale. Donc là c'est intéressant, parce que comme si on avait un temps de rupture qui n'était pas un événement politique, mais un événement climatique. Effectivement, on pourrait peut-être là distinguer dans l'époque contemporaine une époque qui serait marquée par
le réchauffement climatique et les changements que ça pourrait induire finalement dans notre civilisation. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ces périodes, Moyen-Âge, Antiquité, époque moderne, époque contemporaine, ce sont des conventions. Et donc il ne faut pas penser que d'une année sur l'autre, tout a changé. Ce sont des conventions qui permettent du coup de souligner des continuités au sein de ces périodes et des ruptures, des événements jugés suffisamment importants pour par la suite entraîner des transformations profondes. Mais toutes les civilisations, tous les pays n'ont pas notre découpage. Là, vous avez une frise chronologique, par exemple, du Japon. On voit qu'eux, ils ont 4 périodes aussi, mais que leur période ancienne, elle se termine uniquement en 1185. Suit l'époque féodale, avec les shoguns, puis ensuite l'époque d'Edo, qui marque leur période moderne, et enfin l'époque contemporaine, pour elle, ne commence qu'en 1860, avec l'ère Meiji, c'est-à-dire la modernisation et l'industrialisation du Japon. Donc voilà, effectivement, pour un Japonais, 476, chute de l'Empire romain d'Occident, ça ne change rien du tout. Donc effectivement, ils n'utilisent pas ce repère-là dans leur histoire. Mais ils ont leur propre repère en fonction du coup de leur propre histoire. Alors, d'autres repères peuvent être utilisés, comme le fait que par exemple, certains historiens maintenant parlent du temps présent pour désigner la période la plus récente de l'époque contemporaine, pour qualifier finalement la période dont les témoins sont encore en vie. Donc, ce serait de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Là, on serait dans le temps présent, puisqu'on a encore des témoins de cette époque qui vivent. D'autres découpages existent, que vous connaissez. On peut dire le découpage décimal, parler du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ou parler de millénaire. Ça a le mérite au moins d'être très, très facile à découper. Alors vous avez sinon des périodes plus courtes, ce qu'on appelle des chrononymes, c'est-à-dire qu'on a donné un nom à cette période, donc des chrononymes comme la Renaissance, qui est le début de l'époque moderne, l'âge industriel, qui correspond à peu près au 19e siècle. Mais là, avec l'âge industriel, on met l'accent sur les transformations économiques. La Belle Époque, les années folles, le siècle de Périclès, etc. etc. Voilà, des chrononymes, il y en a beaucoup. Donc retenons donc que notre découpage du temps grâce à la périodisation, il est pratique parce qu'il nous permet de mieux nous situer dans le passé. Mais il est le fruit d'une histoire et d'une idéologie, puisqu'il va mettre en avant des ruptures, ou au contraire, des continuités qui sont très subjectives. On peut décider qu'il y a une continuité finalement entre le 5e et le 6e siècle, si on met l'accent finalement sur l'existence de ces peuples barbares en Occident. Mais si on veut mettre l'accent sur l'effondrement d'un système politique et le système politique romain impérial, là on va insister sur 476. Mais si on va insister sur l'aspect religieux, et bien là, comme date, on va peut-être prendre 395, christianisme, religion officielle, ou 313, christianisme, religion tolérée dans l'Empire. Vous voyez, tout dépend de ce que l'on veut mettre en avant. Alors, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande l'émission excellente de Patrick Boucheron, qui est un des plus grands historiens français actuels, qui s'appelle Quand l'histoire fait date. Et justement, il arrive à déconstruire, à recontextualiser certaines dates, dont le repère, là, 1492, un nouveau monde. Ça dure 26 minutes et vous apprendrez pas mal de choses sur cette rupture 1492 qu'en plus nous aurons l'occasion d'étudier au fil de l'année puisque la découverte du nouveau monde par les Européens est au programme. Donc, si on résume tout ce que l'on a vu aujourd'hui, finalement le rapport au temps, il se construit sur des phénomènes astronomiques facilement observables, les cycles solaires et ou les cycles lunaires. Le rapport au temps est culturel et il varie suivant les civilisations. Enfin, dans une conception du temps linéaire, il est nécessaire d'avoir une date fondatrice qui correspond à l'an 0 du calendrier. Le temps historique, en France et plus généralement on pourrait dire en Occident, se divise en 4 périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine, qui mettent en avant des ruptures et des continuités. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dans quelques jours pour parler de la démocratie à Athènes. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.